Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis entrepreneur et je mets tout mon cœur et mon énergie au service d'un monde plus conscient et plus humain. On traverse une période difficile où tout est remis en question, avec des crises multiples et dans laquelle on se sent tous un peu perdus. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains voient cette période comme une transition entre deux civilisations, un basculement de paradigme. Finalement l'opportunité d'un monde nouveau, un peu comme la Renaissance qui a permis de sortir du Moyen-Âge pour entrer dans l'ère de la modernité. Pour cette deuxième saison du podcast, on a décidé de travailler avec We Are One, la communauté des leaders engagés à faire émerger une civilisation consciente et juste. Ensemble, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui imaginent et créent ce nouveau monde pour comprendre ce changement de civilisation, pour t'aider à trouver ta voie et pour partager les clés pour agir. Alors, prêt à changer d'air ? Bonjour à tous, ici Clément, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle saison de Changer d'air, je ne serai pas toujours celui qui tient le micro, parce que je crois qu'une des plus grandes forces de ce podcast, c'est réellement la qualité de tous les invités qui ont pu venir et qui pourront venir. Et aujourd'hui, je suis donc très heureux de partager le micro à Charles, un des fondateurs de WAO, avec qui on collabore sur le podcast depuis quasiment 1 an. Charles est déjà passé sur le podcast, où je mettrai l'épisode en lien. Il a partagé son parcours d'entrepreneur, son travail autour des communautés, du changement de civilisation justement. Et aujourd'hui, il rencontre Élise, qui a un parcours passionnant, qui a un projet passionnant aussi, et moi qui me redonne pas mal d'espoir sur l'engagement, sur la volonté et l'envie d'aider des associations, je dirais des gens du quotidien et peut-être même des entreprises. Bonjour Élise. Bonjour Charles. Ça fait un peu artificiel. Je vais passer comme ça. Tu nous reçois dans tes locaux de Day One. Oui, Merci beaucoup. avec plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Day One en 1 minute? Day One, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui permet aux collaborateurs d'entreprise de s'engager pour aider des associations. Alors comment on le fait très concrètement? On a créé une plateforme digitale qui recense des milliers d'associations et d'actions solidaires et qui permet aux collaborateurs de trouver la mission qui leur plaît, comme le bon coin des actions solidaires. Et ça peut être de quelques heures par an, de type je distribue des repas, je vais mentorer des jeunes, jusqu'à plusieurs jours ou plusieurs semaines à partager sa compétence métier pour aider une association, de type je vais l'aider à refaire son site internet, à lever des fonds, à améliorer son marketing. Voilà, c'est très large. Trop bien. Et donc vous bossez beaucoup avec des entreprises qui Oui. viennent vous voir et c'est un peu le sujet, donc ils viennent vous voir avec des collaborateurs qui ont envie de s'engager, j'imagine? Ou vous allez voir vous? Alors les entreprises, alors soit elles viennent nous voir, soit on les démarche effectivement, sachant que c'est 100 gratuit pour les associations. Donc notre business model, il est que c'est les entreprises qui payent et elles viennent nous voir avec, un projet. Soit de donner quelques jours par an à tous leurs collaborateurs, soit, elles ont des creux d'activité, des fins de carrière et elles veulent leur proposer de s'engager de façon plus longue, pour optimiser ces temps qu'on appelle les temps invisibles de l'entreprise. OK, trop bien. Et c'est ça ce qui m'intéresse parce que du coup, tu es au contact avec des entreprises qui sont dans une démarche, de proposer à des collaborateurs de faire autre chose que ce qu'ils faisaient dans l'entreprise et s'engager avec des assos, donc pour la société. Et récemment, si je dis pas de bêtises, vous avez pensé votre mission de manière un peu plus globale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Le fait qu'on soit entreprise à Oui. mission? Oui, en fait, alors on a toujours été entreprise à mission depuis notre début. On s'est créé en tant qu'entreprise à mission, mais parfois on est pris, dans, le travail quotidien intense, ce qu'on pourrait appeler la tête dans le guidon et on en oublie ce pourquoi on l'a fait Mmh. initialement. On est plus à la recherche du chiffre d'affaires, de la rentabilité, ce qui est normal, hein, on reste une entreprise et c'était ma volonté de créer une entreprise et pas une association pour faire ce qu'on fait. On aurait pu créer les 2, mais j'avais envie de montrer qu'on pouvait créer un business qui soit 100 basé sur de l'impact sociétal et en même temps rentable et pérenne. Et mais parfois dans cette course-là, on en oublie, ce pourquoi on le fait. Donc on a souhaité réaffirmer au travers d'un audit, notre mission d'entreprise à mission, notre raison d'être dans nos statuts et surtout faire en sorte que tous nos collaborateurs, la connaissent et puissent, s'en inspirer au jour le jour pour, leurs activités quotidiennes. Et du coup, comment elle se formule aujourd'hui cette mission? Alors notre mission notre mission, elle se formule, c'est le fait d'aller, mettre en relation les associations et les entreprises pour engager un maximum de collaborateurs pour l'intérêt général. OK, trop bien. Et en cela, du coup, vous repensez un peu ce que peut être le rôle de l'entreprise. C'est pour ça que ça m'intéresse de te parler aujourd'hui. En Oui. gros, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est 5 éléments. Le premier, c'est de comprendre, toi, comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce qu'il y a un moment, déclic qui t'a fait te dire: «Je quitte mon travail initial». Donc ça m'intéresserait de savoir où est-ce que tu étais avant.
pour arriver ici. Deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on peut penser un peu l'analyse initiale et l'envie et la pertinence de se dire il y a un business model à créer là-dessus parce qu'il y a des temps qui changent. Et donc tu puisses nous en parler, de ce que qu'on rentre dans le détail de ce que vous faites concrètement pour aller accompagner les entreprises. Après forcément, quand on se pose cette question-là, on se pose la question de: est-ce que les entreprises y croient vraiment? Ou est-ce qu'on les font ça parce qu'elles y sont forcées? Ou est-ce qu'elles font ça parce que c'est du marketing? Et donc ça m'intéresserait d'avoir ton retour sur comment on fait le distinguo, quand on a une boîte avec laquelle on bosse, si c'est l'un ou l'autre. Et puis, le podcast s'appelle «Changer d'air». L'intuition, c'est de se dire qu'il y a beaucoup de signaux faibles sur le fait qu'on est en train, de vivre un changement de société du même ordre que la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance, par exemple. Et donc ça m'intéresserait, que tu puisses nous donner ton analyse de ça en disant est-ce que ce qu'on voit, c'est des signaux faibles, des prémices de ce à quoi pourrait ressembler le rôle d'une entreprise, dans un monde changé? OK, Ça te va? c'est hyper clair. C'est hyper clair. Trop bien. Du coup, première question en repartant de toi, à quel moment est-ce que tu as commencé à sentir que l'entreprise pouvait avoir une place plus profonde dans la société? Ou différemment, à quel moment tu t'es dit: «En fait, j'ai envie de monter une boîte et c'est ça le business, dont je pense qu'il est le plus pertinent»? Ça s'est fait en 2 étapes. Je pense que c'est pas tout de suite venu d'une idée de l'entreprise va changer, c'est plus venu d'une transformation profonde chez moi et d'une mission que je me suis donnée avant même d'avoir pensé au modèle de l'entreprise ou m'être dit: «Je vais être entrepreneur» et cetera. Donc pour rappel, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé dans la finance et la première étape, c'est que j'ai commencé un stage, dans un gros cabinet, de finance en audit de fonds d'investissement et je pense que c'était 6 mois où à la fin des 6 mois, ils étaient super contents, ils m'ont proposé un job alors même que j'étais pas diplômée. Sauf que moi, chaque jour, je me suis dit: «À quoi je sers? Vraiment, est-ce Mmh. que j'ai fait 5 ans d'études pour en arriver là? Est-ce que» et c'était tellement, prenant que je me suis dit: «Je ne peux pas réembrayer là-dessus ou commencer ma vie professionnelle. Il faut que j'aille faire un truc à l'inverse, toucher le terrain de la main, me rendre utile, moi, Élise, parce que, je me sentais vraiment je me disais: «Si demain c'est la fin du monde, je ne sers à rien». Voilà, si je me retrouve dans un petit groupe et qu'ils me disent: «Ah, qu'est-ce que tu sais faire?» Je pense à part éplucher des patates, Ouais. voilà, je pourrais Analyser les bilans financiers c'est ça. des ah, ça serait pas utile? Des nouvelles cabanes, Oui. voilà Mmh. et donc j'ai cherché pendant, pas mal de temps une association et j'ai mis 2-3 mois, je pense, à trouver une association où c'était pas simplement un voyage, un peu déguisé où je devais Mmh. payer 3 000 € pour aller poser une brique quelque part, dire coucou à un enfant, mais où ça allait vraiment être une mission concrète. Donc à l'international? À À l'étranger? Ouais, l'international, OK. ouais. J'ai même pas pensé à le faire en France au début. C'est-à-dire que pour moi, l'associatif, c'était à l'international, Mmh. les besoins étaient ailleurs et alors, j'ai fini au Népal à faire de la réinsertion sociale d'enfants des rues à Katmandou. Pour l'anecdote, je voulais, partir en Afrique et ma mère m'a dit: «C'est mort, il y a Ebola, tu vas pas en Afrique». Du coup, On est en quelle année là? en 2015 OK. et du coup, je pars au Népal et en fait, 2 mois après mon arrivée, séisme. Donc on en rigole aujourd'hui avec ma mère de se dire qu'elle Mmh. avait peur d'Ebola, que j'ai pris je pense le plus La gros peste ou le choléra séisme quoi? du Ouais. dernier siècle. Mais c'était une expérience incroyable. Bah, déjà, il y a son propre déclic de, se rendre compte d'écosystèmes qui sont pas comme les nôtres. On part, en étant, très allez, à se regarder le nombril et on revient en se disant: «OK, en fait, mon nombril va très bien, Mmh. mon monde va bien, ma maison va bien», enfin Mmh. voilà. La rencontre d'un peuple, enfin moi le Népal m'a complètement, transformée parce que c'est un peuple qui a très peu, mais qui est très généreux et on se rend compte en fait à quel point, l'appartenance, va nous éloigner, donc le capitalisme en fait et cette envie d'avoir toujours plus, Mmh. La propriété. voilà, Après. la Mmh. propriété te donne peur de perdre et donc t'éloigne, des autres, tout simplement et donc en plein séisme, assez complètement ravageur, de Katmandou, on finit par, dormir dehors, et à aider, tous les résidents autour qui avaient perdu leur maison et cetera et je finis par être rapatriée par l'armée et je me dis, «J'ai encore envie d'aider l'association». J'avais prévu le 6 mois pour les aider, ça fait que 2 Mmh. mois, J'ai mis 3 mois à la trouver. j'ai mis 3 mois à la trouver, et surtout on a l'impression de partir au pire moment. On vient pour Mmh. aider et on part quand c'est le cataclysme, absolu juste parce que, et ouais, ils disent quand même: «Tu es française, tu es une européenne, si t'arrive quoi que ce soit, c'est mauvaise presse pour l'assaut». Mmh. Ouais, mais attendez, mettez 3 Népalais à ma place, en fait. Mmh. Enfin, faites partir les enfants, enfin. Donc très frustrée de rentrer et je décide de rappeler l'asso en leur disant: «Comment je peux faire pour vous aider à distance?»
Et là, pour l'anecdote, l'asso, il y a donc 4 mois auparavant, quand, je les contacte et qu'elle me dit: «Mais, qu'est-ce que tu sais faire, Élise, dans la vie?» Donc forcément, j'allais pas leur dire que j'étais experte, bilancielle, des fonds Des fonds d'investissement. d'investissement. Donc Vous avez pas ça là-bas? Non? ouais, donc je leur dis: «J'ai le BAFA». J'ai fait pas mal de colo, je suis animatrice et j'ai le BAFA. Donc c'est là qu'elle me dit: «Bah, trop bien, tu vas venir sur Mmh. place» et c'est pour ça que j'étais avec les enfants à Katmandou. Et donc là, en la rappelant, je lui dis: «Bah, j'ai un master en finance, je fais un peu de levée de fonds si ça t'intéresse». Je vous avais pas tout dit. Et ouais, c'est ça, je n'ai pas tout dit et là, elle me dit: «Ah mais attends, c'est hyper intéressant, la levée de fonds, c'est clé pour nous et en fait, ensemble, on lève des dizaines de milliers d'euros pour l'asso Mmh, a trop bien. posteriori». Et là, pour moi, c'est un gros déclic de me dire: «En fait, tout ce que j'ai appris, dans mes études et ce que je fais au quotidien, c'est pas inutile. Il suffit Mmh. juste de trouver le bon projet». Sauf que, remettons-nous dans le contexte, j'ai 23 ans, je sors d'études, de l'expertise en finance, j'en ai pas vraiment quoi. Mmh. J'ai des cours et des examens quoi. Et donc je me dis: «Je vais vraiment retourner dans le monde de la finance pour améliorer cette compétence et en parallèle, je continuerai d'aider des associations». Donc je commence pendant 3 ans à faire du M&A, donc on appelle du de Merger M&A, and ouais, acquisitions. merger and acquisition, donc fusion-acquisition. Et en parallèle de ça, j'aide des associations à lever des fonds. Parfois, je leur donne aussi une partie de mon bonus. Et quand, j'aide des associations à lever des fonds, je leur demande: «Mais, pourquoi vous faites ça?» Et un jour, il y a une association qui me dit: «Bah, moi, j'ai besoin de 2 000 € pour aller former mes gars à Excel». Là, je me dis: «Mais attends, comment ça former tes gars à Excel? Enfin, moi, j'en ai 15 des gugus qui sont super forts, qui sont en train de dépérir parce que le sens au travail, Mmh. on dirait moi en audit il y a 3 ans». Enfin, il y a peut-être un truc à faire, quoi. Après ça, je change, je vais 2 ans en fonds de private equity et comme ils savent que je suis super engagée, ils me donnent un peu la casquette, RSE, ESG, enfin, on appelait des PRI à l'époque parce que c'est PRI, 2017, ça veut dire? c'était Principle of Responsible Investment. OK. C'était le tout début Madame de RSE plus tard. voilà, Ouais. Le exactement. Chief Impact Officer. Voilà, c'est ça, pour le fonds d'investissement en 2017, donc Mmh. on n'en parlait pas beaucoup et là, je creuse un peu avec, les dirigeants parce que du coup, tous les ans, je leur faisais, une interview pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient en matière de RSE et tout fier, il y a un Les dirigeant dirigeants de chez toi? des De ta boîte? dirigeants du fonds d'investissement, Dans lequel le fonds avait investi? voilà, D'accord, exactement. OK. Donc le fonds investit dans des Quelle boîte? entreprises qu'on accompagne pendant 3 à 7 ans et donc nous, on les challengeait pour mettre en place des premiers engagements RSE. Mmh. Trop bien. Et il me dit tout fier: «Vous savez, moi, Élise, cette année, on recycle les capsules Nespresso». Là, je mesure l'écart. Là, je me dis: «Mais on est mort, Mmh. mais on est mort». Si c'est avec une telle fierté et de me Mmh. dire: «On a mis l'imprimante en noir et blanc», quoi. Je me dis: «Mais quel enfer!» Et je creuse un peu donc les enjeux de gouvernance, paritaire et cetera. Enfin bref, c'était assez, et il me dit: «Mais vous savez Élise, mes collaborateurs ont très envie de s'engager, mais ils ne savent pas quoi Mmh. faire, on ne sait pas quoi leur donner, c'est compliqué». Et là, pour moi, c'est le déclic. C'est-à-dire que je suis rentrée en 2015 du Népal en me disant: «J'ai un truc à faire avec le monde associatif, mais je sais pas quoi et moi-même, je vais me former pour pouvoir les accompagner». Et en fait, en 2019, donc 4-5 ans plus tard, Mmh. je me dis: «Mais Eureka, en fait, elle est là l'idée. Je vais mettre en relation ces entreprises qui ne savent pas quoi faire et ces assos qui ont plein d'idées et on va pas faire des échanges financiers, on va faire des échanges de compétences, ce qui permettra de faire du circuit court et d'aller encore plus vite sur les besoins». Et en plus de ça, je tombe sur un article sur le mécénat compétences où un dirigeant dans le BTP dit qu'il galère à recruter et que depuis 4 ans, tous les ans, il les emmène une semaine en Égypte construire un hôpital et que depuis, il n'a que des appels entrants de gens qui veulent bosser dans sa boîte. Et donc pour moi, c'est le début mais en fait, il avait un problème RH et il n'a pas augmenté les salaires, ça n'a pas été du financier, sa performance est venue de son engagement. Mmh. Donc il y a quelque chose à faire. Et donc c'est ce qui me pousse à poser MADEM en parallèle d'événements familiaux qui, viennent à ce même moment et je me dis, «En fait, est-ce que le monde n'est pas, ailleurs? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'engagement au jour le jour?» Sachant qu'il faut savoir qu'en M&A, en private equity, on travaille beaucoup, on peut faire Mmh. des 8 heures, minuit tous les jours.
L'idée, c'est de me dire si je mets cette même énergie-là à aider, la société et l'intérêt général, il devrait en ressortir quelque chose de chouette, quoi. Peut-être que si je travaille minimum 16 heures par jour, C'est ça. j'arriverai à faire quelque chose. Ouais D'accord. et puis, en tout cas, je le ferai, sans me dire que je le fais pour enrichir des gens déjà très riches, et plutôt pour essayer de résoudre un problème. Mmh. Donc voilà, le déclic et là, on est en 2019 et je me dis: «Bah, je vais amener des personnes, d'entreprise à l'international pour aller faire de l'associatif, un peu comme moi je l'ai vécu avec» Toujours à l'international donc. voilà, avec le Népal OK. et pour sur des types de séminaires, formations d'une semaine ou 2. Covid arrive et alors là, finalement, je me dis: «Bon, bah, pourquoi aller à Mmh, l'international? La mmh. France, c'est très bien. C'est bien, tu Pourquoi» aurais pu te dire: «On va faire de l'aide en digital». ah ouais. Non, bah, non, mais je me suis dit, les associations, elles ont besoin de rencontres, elles ont besoin de contacts humains et les collaborateurs, Mmh. enfin le monde a besoin de rencontres et de contacts humains. M Moi-même, ce qui m'a marqué, ça a été la rencontre. Aider en digital, c'est déjà bien, mais Bah et pour construire un hôpital, c'est plus difficile. Mmh, exactement, OK. c'est pas possible pour tout. Et donc voilà, et donc on lance Day One avec au début cette envie-là. Très vite, on pivote sur le fait d'aller engager les collaborateurs au local. Et après, très vite, on se retrouve aussi à pivoter sur une solution digitale parce qu'on se rend compte que les entreprises aiment payer un produit et plus qu'il y a Mmh. un concept, un service, donc voilà. Trop bien et à ce moment-là, tu me l'as dit tout à l'heure sur les un peu de, il a augmenté ses performances via de l'engagement. Ouais. Est-ce que ça t'amène une question plus large sur ce que quel est le rôle de l'entreprise dans la société? Ou pas encore à ce stade-là? Alors à ce stade, c'est plutôt, un déclic qui vient des collaborateurs, je pense. C'est là où je trouve c'est intéressant parce que souvent on dit qu'un grand changement de société, vient du peuple, Patron voilà du peuple, OK. et de J'entends beaucoup l'inverse moi. Il faut que le dirigeant se transforme pour que la boîte se transforme. oui. Les 2, mais si c'est pas une demande des collaborateurs, parfois ça va Mmh. pas aboutir. Dans le sens où nous, on a des dirigeants qui trouvaient que l'idée, elle était top et leur réflexe a été de dire: «Je vais faire un sondage en interne et si les collaborateurs ont envie, je le mettrai en place». Ce qui a du sens. Voilà, Mmh. et parfois, c'était des collaborateurs qui, eux, ont remonté l'idée, à leur RH, à leur patron et cetera. Mais effectivement, il faut que le patron soit convaincu parce que sinon il y a du blocage, au niveau des comex. Mmh. Mais donc au moment du Covid, on a quand même vu des gens qui se sont beaucoup posé la question du sens au travail. Donc nous, on a commencé en disant, «Si vous voulez trouver une mission, on vous ai» en fait, on voulait tester notre idée de façon déjà bénévole, en se disant: «Est-ce qu'il y a des gens dans le monde du travail qui ont envie de trouver des associations?» Donc je crée un site internet, je passe sur des tutos YouTube, une envie de vomir pendant une semaine parce qu'on comprend rien, mais je dis: «Ah gars, je vais y arriver, il y a pas de raison, hein, je suis pas plus con qu'un autre, hein, c'est» on sort ce premier site internet qui ressemble absolument à rien, avec un bouton qui dit: «Si vous voulez trouver votre mission idéale, contactez-nous». Et là, on a 80 demandes en 2 semaines. Eh oui, On ouf. On est encore pendant le Covid là? Ouais, on avait 3 associations partenaires. J'étais là sur le sur-mesure, ça va être un peu Mmh. compliqué. Donc en fait, avec ces 80 personnes, on est allé chercher plein d'associations et c'est là qu'on a beaucoup échangé avec chaque personne qui nous disait: «Voilà, moi je suis comptable, mais ça manque de sens, j'aimerais trouver une association locale» et on a vu énormément de typologies de collaborateurs. On s'est dit: «Mais pour que ça réagisse aussi vite, aussi bien, sans être référencé avec un site tout Mmh. pourri, c'est qu'il y a un besoin au niveau en tout cas, il y a un besoin, au niveau des Des collaborateurs individus quoi. Mmh. et des individus». Mais on sait pas encore s'il y a un business model, mais en tout cas, il y a un besoin quoi. Exactement. Et après, fort de ça, on est allé voir les entreprises à qui on avait engagé les collaborateurs, en leur disant: «Vos collaborateurs sont venus, on les a engagés en bénévolat, on leur a trouvé la mission, mais c'est 1 personne sur 500. Est-ce que vous voudriez pas qu'on le mette en place en interne pour proposer à plus de Mmh. collaborateurs de le faire?» Et très vite, si on a été sur, et là, c'est la casquette de financière qui parle, on a été sur de l'indicateur. Pour convaincre les comex, rien de mieux qu'avoir un indicateur et donc Une mesure quoi. voilà, Mmh. une mesure de l'impact et donc très vite, à la fin de la mission, pour les assos et les collaborateurs, on leur a demandé qu'est-ce que ça avait changé pour eux. Est-ce qu'ils se sentaient, plus motivés, plus Mmh. épanouis? Est-ce qu'ils avaient amélioré leur Début de bien-être? mesure d'impact quoi. Voilà, développer leurs OK. compétences et cetera. Et du coup, on est allé les voir en disant: «Bah, voilà, vous avez, Isabelle et Quentin qui se sont engagés. C'était purement du bénévolat, mais vous voyez, les 2 ont développé des compétences, les 2 se sentent plus épanouis dans leur quotidien et les 2 nous ont dit qu'ils auraient adoré faire ça dans le cadre de leur travail». Et donc c'est un peu comme ça qu'on a eu Mmh. nos premiers clients. Trop bien et donc au démarrage, quand tu convaincs les chefs d'entreprise, ce qu'ils retiennent, c'est pas mon je peux penser un rôle différent pour ma boîte, mais c'est je réponds à des problématiques. Enfin voilà, ça va avoir un impact sur ma performance et je suis content de ça.
Je pense qu'au début, certains c'est assez hétérogène, mais même encore aujourd'hui. On a des entreprises qui se sont dit, «Trop bien, c'est le enfin, post-covid, toutes les entreprises ont mis en place des solutions, pour, adoucir, améliorer le bien-être en entreprise et cetera et donc il y en a beaucoup qui se sont dit: «Ça en fait partie, mais moi-même j'ai toujours voulu m'engager dans une asso, je le mets en place». Et il y en a qui, plus profondément, m'ont dit: «Je suis convaincu que ça peut faire rester, 2 de mes plus fidèles, Mmh. chevaliers et s rien que si ces 2 personnes-là restent grâce à une solution comme celle-ci, je veux la mettre en place». Et donc très vite, il y a eu cette notion de performance RH, de rétention, attractivité des talents. Donc ça, c'était assez vite une évidence et plus tard, on a montré le côté, qu'aujourd'hui on va dire upskilling, reskilling, donc monter en compétences, sur, certains programmes, quoi. OK. Est-ce que tu as l'impression que pour certains, ça leur a fait réfléchir sur quel rôle, l'entreprise peut jouer? Parce que pendant longtemps, il y a beaucoup de discours qu'on entend tu vois, je réécoutais hier, une formation qui parle du triangle de l'inaction sur les sujets sociétaux, en disant, bah, en fait, il y a d'un côté les citoyens, de l'autre côté l'État et troisième partie prenante, c'est les entreprises Ouais. et tout le monde un peu se rejette la faute de dire: «Bah, en fait, c'est les 2 autres qui doivent bouger avant que moi je puisse bouger». Et notamment, un discours qu'on entend beaucoup de la part des boîtes, c'est: «Bah, moi mon taf, c'est pas d'avoir un impact sociétal, c'est, de faire du chiffre et de créer de l'emploi». Et c'est suffisant quoi, je fais ma part en faisant ça. Hem, Ce qu'on a pu voir quand même, c'est que ils voyaient dans notre action un bon moyen de s'ancrer au niveau du territoire, d'avoir une action sur le territoire. Donc très local, OK. Donc très, ouais, très local et beaucoup d'entreprises sont venues nous voir pour ça. On ne sait pas comment adresser notre territoire, on ne sait plus comment re-rentrer en contact avec notre territoire et donc c'est un bon moyen de le faire. Après, ça reste donné quelques jours par an à des collaborateurs Mmh. en dehors de leur job. Donc nous, ce qu'on leur disait, c'est que c'était pas suffisant pour faire partie de 100 de leur, démarche Ça RSE. reste Voilà, presque cosmétique quoi. c'est en tout cas, c'est connexe, ça peut pas, remplacer une démarche RSE dans sa globalité. Et ce que j'aime bien et c'est là aussi où je vois le niveau d'avancée des entreprises, c'est quand c'est complètement intégré à la démarche RH et que c'est pas juste géré par la com ou, la RSE de façon connexe, mais que c'est vraiment intégré, au département de Mmh. l'entreprise. Donc oui, il y a des entreprises qui se posent la question. Après là, honnêtement, on est en situation de crise économique, mondiale et Tu parles cetera. aujourd'hui là? Ouais. Ouais. Et ça fait quand même 2 ans où, nous, on a vu la différence entre ceux qui le mettaient en 2020 parce qu'ils avaient des convictions profondes de transformation pour leur entreprise et ceux qui l'ont fait de façon plus cosmétique, qui, en situation de crise, ont coupé les budgets, quoi. Ouais, d'accord. Ils ont OK. arrêté de donner des jours et cetera. Mmh. Et pourtant, tu le dis tout à l'heure, il y a un côté si ça augmente la performance, même si mon objectif initial, c'est de la cosmétique, en fait, si ça augmente la performance, ça c'est plus de la cosmétique de fait. Ouais, mais c'est de la performance sur du moyen long terme et malheureusement, quand ils doivent, cutter des budgets, récupérer du cash, ils font des choix et des Mmh. arbitrages très court OK. terme et donc on y voit ils nous disent, hein: «On sait que, c'est génial, on sait que ça a hyper amélioré le climat social». Quand on parle quand même de climat social, c'est assez fort, mais là, on n'a pas le temps pour ça, on doit retourner sur du business. OK. Et par contre, on a des entreprises qui ont vraiment intégré le mécénat de compétences parce que c'est ça le dispositif du fait de prêter un salarié sur son temps de travail à une asso, c'est faire du mécénat de compétences. Ils l'ont intégré à leur business model. Donc on a des entreprises de conseil et services numériques qui ont des collaborateurs en intercontrat, par exemple, ou qui ont en fin de carrière et qui veulent leur proposer de faire du mi-temps ou du temps complet. Là, quand de toute façon, ils sont ces creux d'inactivité, ça fait partie de leur business model, donc ils ont carrément intégré, leur engagement pour améliorer leur Mmh. productivité. Donc là, la performance, elle est assez claire. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais comme c'est un dispositif qui est soutenu par l'État de dons, l'entreprise récupère 60 du salaire en avantage fiscal. Donc là, il y a Donc si j'ai un mec qui fait rien, mieux vaut qu'il aille bosser en asso et qu'il e récupère 60 de son salaire. exactement OK. et donc là, ils y voient à la fois de la performance RH, mais aussi financière et il faut savoir que quand les gens ont des périodes d'inactivité de plusieurs semaines à plusieurs mois, ça dégrade énormément la confiance en Mmh. eux, leur capacité à retourner sur le marché et cetera et nous, on a même vu là des juniors qui avaient du mal à être embauchés dans chez les clients parce qu'avec l'IA, on embauche beaucoup moins de juniors et donc ce qui est hyper chouette, c'est qu'ils allaient un peu faire leurs armes en asso
et ils venaient déjà formés Mmh. dans le monde de l'entreprise. Donc ils étaient 100% en asso, Ouais, 100% en asso mais en pendant. étant en contrat de l'entreprise? Ouais, c'est des entreprises qui embauchent sur CV, C'est ouf, mais OK. qui ont pas forcément encore la bonne mission client. Mais comme c'est des CV un peu rares à trouver, des belles OK. Donc on compétences, parle de conseil quoi, en gros? ouais, Oui, conseils, OK, super conseils pas intéressant. mal. J'ai vu en allant, me balader sur votre site que vous parlez d'une nouvelle vision de la performance. Ouais. Comment tu la définirais? Je définirais cette vision comme une vision sortie du PNL, enfin du compte des résultats et du bilan de l'entreprise. Pour moi, là, c'est une vision de, bah, justement, je parlais de climat social. C'est une vision qui va être une performance moyen long terme, qui sera pas là à se dire en fin d'année, on a fait combien de De bénéf? rex ou ou d'EBITDA, supplémentaires. Non, c'est de se dire, en fait, la performance, elle est aussi sur comment tu la mesures par rapport à tes équipes. Nous, ce qu'on fait au sein de nos entreprises, c'est que, du coup, dès que le collaborateur revient en mission, on lui demande à quel point il se sent mieux dans son Mmh. entreprise et donc on fait cette mesure en continu du climat social au sein de l'entreprise En faisant et la somme de tous les gens qui sont égaux? OK. exactement et Il y ce a qu'on pas un biais? Parce que vous avez pas 100% des gens, j'imagine? on n'a pas 100% des gens, mais on a le changement de avant, après. Oui, c'est Donc ça. Ça, on c'est ta mesure d'impact. voilà, Mais donc pour, combien de pourcentage en moyenne? si ça dépend des entreprises. On a entre 10 et 80% de l'entreprise qui va s'engager. Ah ouais, c'est ouf. Parfois, tu as 80%. Ouais, bah, parfois aussi, ils le font sous forme événementielle, sous format Mmh. événementiel, donc ça engage, une Genre gros team building en plus, ouais, d'accord. exactement et sur ça, on a 75% de répondants Ouais, c'est ouf. donc OK. on a quand même des bons taux de réponse et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on parle en off avec un dirigeant, il te dit: «Moi, ce qui m'empêche de dormir, c'est les problèmes RH». Mmh. Alors oui, il y a le problème de trésorerie, mais le problème RH, est un gros enjeu de performance et rappelons-nous qu'une entreprise, c'est, la somme, de son capital humain. Donc si le capital humain ne va pas et ne se projette pas sur le Mmh. moyen long terme, c'est la fin de l'entreprise et donc effectivement, je vois des dirigeants bouger là-dessus. Après c'est sûr qu'en contexte de crise, parfois, ils te disent: «J'y crois fort, mais là, j'y arrive pas» et ils coupent tout. Et après, viennent nous revoir en nous disant: «Bon, bah, 50% de nos collaborateurs sont partis, on Ah va ouais, peut-être le waouh, remettre en place», OK. mais je pense qu'eux-mêmes ont besoin enfin là, on a vraiment eu un point de rupture quand même de début de crise. Ils avaient besoin de malheureusement, hein, de élaguer leurs équipes, de montrer un point de rupture et après ils réinvestissent. Donc si c'était pas de la cosmétique, parfois ça peut s'arrêter, mais ça reprend très vite. Pourquoi? Rassurer les investisseurs, Non, bah, parfois quand on n'est pas en situation de crise, c'est comme, ah, on va s'engraisser quoi, on va prendre des ressources dont on n'a pas forcément besoin parce que c'est confortable et cetera. Puis finalement, quand on se retrouve dans une situation de Mmh stress, on se dit: mh. «Est-ce que vraiment j'ai besoin de toutes ces personnes-là? Est-ce que» et il est de façon humaine plus simple de dire: «On coupe tous nos investissements, on coupe, tous nos fournisseurs» avant de commencer par couper Mmh, les d'accord, équipes. OK. Donc humainement, j'ai des dirigeants qui sont super, mais qui sont passés par l'étape de nous couper pour couper leurs équipes Mmh. puis après, vont remettre petit à petit les investissements et leurs engagements, qui pensent être les bons, quoi. Ouais, ça a du sens. OK, très bien. Bon, on a avancé pas mal sur le diagnostic et ce que tu as commencé, à nous dire. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi Day One? Aujourd'hui, Day One, c'est une entreprise, d'une petite trentaine de 20-30 personnes. 20-30, Entre 20 plus ou moins 33%. non, c'est on c'est encore, tout récent, mais on vient d'intégrer une autre entreprise et du coup, ça monte un petit peu nos effectifs. Donc c'est plus de 150 clients accompagnés, tous les ans, c'est 30 000 volontaires. C'est partout en France. C'est 1 500 associations, sur le territoire français qu'on a rencontrées, formées, qu'on accompagne, et des, débuts, dans les pays européens, surtout des pays aujourd'hui francophones, mais peut-être, anglophones, ger Européen francophone, mais on les nomme germanophones, pas. OK, pas de ouais, il y en a problème, plusieurs. pas de problème. Mais voilà, en tout cas, c'est une aventure qui continue. On a levé des fonds, donc on n'a pas réussi à être rentable, from day one, sans mauvais, Oh là là. jeu de mots.
Mais parce on crée un business model et très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on fasse du volume parce qu'on pouvait pas demander aux entreprises de payer trop cher non plus, c'était nouveau pour elles. Il faut quand même se rappeler qu'en 2020, quand on dit aux entreprises: «On va engager vos collaborateurs», ils nous regardent, ils nous disent: «Mais attendez, on va payer pour vous prêter du temps de salariés à donner à des assos? Je vois pas pourquoi». Et là, c'est encore le cas aujourd'hui, non? Beaucoup Ou un moins, peu moins? OK. beaucoup moins. En fait, les entreprises, soit ont compris, soit ont testé par elles-mêmes et viennent nous voir en disant: «Mais c'est horrible, j'ai appelé 10 assos, on m'a dit: "J'ai pas besoin de vous, comment est-ce que vous faites?"» Et donc elles comprennent qu'il y a un savoir-faire, elles comprennent que, ben, aider une asso et être vraiment utile, c'est pas juste, en appeler une et s'imposer, c'est, aller trouver le bon matching et cetera Le bon et besoin, le bon vraiment, ouais, OK. besoin, qu'il y a quand même de la documentation juridique parce qu'on parle sur du temps de travail, si elles veulent récupérer l'avantage fiscal et cetera. Donc maintenant elles comprennent qu'il y a vraiment ce côté outil et service qui est, nécessaire et donc elles nous disent beaucoup moins, Mmh. «Comment ça je dois payer pour, prêter des collaborateurs?» C'est beaucoup plus rentré dans les mœurs. OK. Mais oui, ce que j'espère, c'est que demain en fait, pendant longtemps, on s'est dit les collaborateurs et les entreprises cherchent un pouvoir d'achat et aujourd'hui, ils cherchent un pouvoir d'agir et donc j'espère qu'on est, à l'aube, comme le ticket restaurant d'il y a 10 ans, où au début, c'était quelques entreprises pionnières qui le mettaient en place et que demain, ce sera, une Mmh. évidence de donner quelques jours par an, pour permettre aux collaborateurs de faire leur journée de solidarité. Typiquement, en France, c'est quand même une innovation française, l'avantage fiscal lié au mécénat compétences de 60. C'est le pays qui rémunère ça le mieux et pourtant, c'est le pays qui le fait le moins. OK. Dans les Ça pays date de quand? ça date de 2003. OK. Donc c'est vieux quand même, Dispositif, comme ouais. dispositif, sauf que ça a été très trusté par les grands comptes qui avaient des fondations, des équipes pour le mettre en place et cetera. Forcément, comme toute loi française, bah, il y a des avenants, des contrats, du juridique qui fait que ça rend le Mmh. dispositif très lourd, d'où aussi la création de Day One pour le démocratiser. Mais quand on voit dans les pays anglo-saxons qui ne récupèrent pas, d'avantages fiscaux, ils l'ont complètement démocratisé. Il y a très peu d'entreprises anglo-saxonnes qui ne font pas de Mmh, journée super solidaire, quoi. intéressant et comment tu expliques ça? Je pense que les Américains, les Anglo-Saxons, les Canadiens sont très forts pour le charity. C'est ancré, enfin Mmh. même, le don est ancré et cetera. Nous, on a dû passer par des entreprises de type microdons pour faire l'arrondi en caisse, où ils se sont battus pendant des années, où il y a eu même des lobbies de: «Mais en fait, vous êtes une banque, parce que vous traitez des flux». Enfin, On a tout un est problème avec l'argent. ouais, en France, on a beaucoup de problèmes avec l'argent. On a du mal à aller, voir quelqu'un pour lui demander un don, le Français a l'impression qu'il donne en permanence, mais c'est aussi lié à notre système Mmh. d'impôt où on a déjà l'impression de se faire, sucer à la moelle, Normal. quoi. Bah, c'est ça, mais on voit que ça commence à changer et surtout, moi, ce que je vois beaucoup et les retours de nos collaborateurs, c'est de dire, «C'était une rencontre humaine» et on a donné, mais on sait exactement à qui on a donné et pourquoi on a donné. Mmh. Donc c'est aussi de raccourcir le chemin entre celui qui donne et celui qui reçoit. Circuit court. Comment? Le circuit court Le dont tu fameux parlais tout à circuit l'heure. court du don, ouais. Ouais. J'ai des questions dans cette continuité. Qu'est-ce que ça change du coup concrètement pour le collaborateur? Et qu'est-ce que ça change dans le lien entreprise asso? Le collaborateur, ce qui va il y a 2 aspects. Soit c'est un aspect, professionnel, donc il va aller tester une compétence, il va apporter sa compétence. Souvent, il nous dit un peu ce que moi j'ai vécu, Ce avec que j'allais dire, le côté finance? ouais, mon Mmh. déclic, en finance. Ils vont me dire: «Mais en fait, ma compétence était hyper utile, je me suis un peu redécouvert une nouvelle vie dans ma compétence». Et après, parfois, c'est du perso dans le sens où c'est une association qui est à côté de chez eux et qui nous disent qu'ils vont s'engager sur le long terme. Parfois, on a des fins de carrière qui nous disent que, bah, ils savaient pas quoi faire après leur retraite et que, du coup, ils vont continuer en tant qu'administrateurs dans le monde associatif et donc ça crée des changements et des engagements sur le long terme. C'est pas tout le monde, mais aujourd'hui, on a 40 des collaborateurs qui nous disent qu'ils vont revenir dans l'association, Même sans vous? même sans nous. Mmh. Ouais, en bénévolat ou même parfois en dehors de la plateforme. On aimerait tout traquer, Mmh. mais malheureusement, une fois qu'on a le numéro, c'est beaucoup plus simple de rappeler que Ouais, de se c'est sûr. connecter sur un outil et de dire: «Je vais m'engager mardi prochain». Donc donc ça, c'est pas mal et aussi on a beaucoup de collaborateurs qui nous disent: «On voulait le faire, mais on avait peur. On sait pas qui contacter, on sait pas, comment Mmh. se lancer» et en fait, c'est comme tout inconnu, ça fait peur et du coup, on le fait jamais. Difficile de passer les Exactement mmh. et c'est pour ça qu'on s'est appelé Day One d'ailleurs, parce qu'on se dit toujours, «Un jour je ferai, un jour je ferai». Mmh.
Et c'est un jour ou 1er jour et voilà. Là, tu tombes sur Élise et qui te dit: «C'est demain» et toi, tu es C'est là: ça, «Ah!» c'est ça. Mais parfois, moi, j'ai eu un collaborateur on engage des collaborateurs de l'URSSAF et un jour, j'ai un dirigeant de région, donc quand même qui gère 500 collaborateurs au quotidien et qui me dit: «Mais Élise, je ne sais rien faire». Mmh. Je lui dis: «Mais comment ça?» Il me dit: «Mais les missions là, ils vont être déçus de moi». Je fais: «Mais pas du tout, vous êtes» Mmh. et en fait, il a fallu lui le rassurer sur sa compétence, sur le fait qu'elle pouvait être transverse. Mais il y a cette peur de sortir de du petit cadre professionnel qu'on a l'habitude d'avoir et de se dire: «Mais ils attendent tellement de moi, je vais pas y arriver» et après, finalement, il était super content, il s'est rendu compte qu'il avait plein d'autres compétences. Donc c'est aussi de la reprise de confiance et de se ressentir légitime sur faire autre chose que uniquement son travail. Mmh. Et là, il y a une demande de plus en plus forte aussi des jeunes de ne pas avoir qu'une seule mission. Et donc ils aiment bien, justement diversifier leurs compétences, aller tester d'autres missions. Et côté asso, bah, ça leur apporte des bénévoles auxquels ils n'auraient pas accès. Et on a aussi des bénévoles qui sont de plus en plus vieux, en tout cas des donateurs qui sont de plus en plus vieux. Donc ça permet de reprendre contact avec des bénévoles jeunes en activité, et parfois sur le long terme. OK. Et est-ce que tu as l'impression que ça change tu vois, de structure morale à structure morale, la relation entre assos, pas les gens qui sont dans les assos et les gens qui sont dans les boîtes, mais entre structure morale, asso, entreprise? Hem Oui et non, ça dépend. Il y en a qui les prennent malheureusement encore comme du consommable, de dire: «Bah, c'est mes collaborateurs, ils se sont engagés, c'est leur problème» et nous, du coup, on essaye de mettre de plus en plus des démarches un peu longues en disant: «Bah, mettez peut-être une démarche de don et choisissez, peut-être les 2-3 associations les plus soutenues par vos collaborateurs et proposez une campagne de dons, pour aller au-delà ou peut-être que l'entreprise peut elle abonder, un certain don» et sachant qu'on a mis en place la carte cadeau de don, donc ils peuvent aussi dire: «Bah, voilà, moi je vais donner 10 000 € à 3 assos» et chaque collaborateur peut choisir, sur son chèque de 20 € à quel asso il a envie de donner. Donc il y a aussi aujourd'hui plein de mécanismes qui peuvent lier une démarche Mmh. globale. On essaye de le faire, mais parfois les entreprises, elles sont très contentes de ne faire que du don de compétences et de pas avoir à débourser 1 €. Il faut pas oublier que le nerf de la guerre associative, c'est quand même de la subvention pour Mmh. payer leurs activités. Même si on leur apporte des compétences, elles ont besoin quand même de payer leur permanent et donc le don reste clé et au cœur du système. Mmh. Et donc du coup, aujourd'hui, vous faites un peu des 2? Ouais. OK. Depuis longtemps? Non, c'est assez récent. En 2024, on a commencé, à le faire et justement, en intégrant ces campagnes de dons, ces cartes cadeaux de dons pour aussi, rendre un peu ludique parce qu'on avait des entreprises qui nous disaient: «Mais moi, je fais un don de 20 000 € aux associations, je fais une newsletter qui est pas lue» et en fait, on a du mal à valoriser, ce Mmh. don qui est quand même, gros quoi, 20 000 € à donner, tous les ans et du coup, c'est comme ça qu'on s'est alliés avec, un partenaire qui s'appelle Charityps qui est expert de la carte cadeau de dons OK. et du coup, on l'a intégré à notre offre et on permet du coup maintenant aux entreprises de pouvoir allier et l'engagement, Trop bien. compétences et Mais du l'engagement coup, vous avez pas développé la compétence en interne, vous êtes allés chercher un partenaire? ouais, on OK. est allé chercher un partenaire. OK. Pourquoi recréer quand on Bah, peut c'est sûr, on s'allier? est d'accord. Trop bien. Si je tire le fil de l'exemple dont tu parlais avec le directeur de l'URSSAF, Ouais, de région, hem, c'est moi, ce qui m'étonne quand même en t'écoutant, c'est qu'on a l'impression que du coup, il a perdu ou il a jamais développé cette capacité à un engagement citoyen. ouais. Est-ce que tu as l'impression, si on tire le fil et qu'on a les espoirs les plus fous, que l'entreprise pourrait devenir un lieu de développement de la citoyenneté? En Ou du lien, enfin de la solidarité, peut-être avant la citoyenneté, quoi? heu, non, je trouve que le mot citoyenneté ou d'intérêt général est intéressant plus que solidarité. Parce que souvent solidarité, ils disent: «C'est pas tant mon problème». OK. Alors que quand on parle d'intérêt général, d'intérêt territorial, ils se retrouvent beaucoup plus, dedans. Heu, on on a des entreprises où c'est ancré, beaucoup en région. Enfin, nous, on est une Mmh. entreprise orléanaise, d'origine. Aujourd'hui, on est partout en France. Mais, je pense notamment à un groupe qui s'appelle le groupe Partner. C'est une entreprise qui fait de l'intérim. Ils étaient, 20 au début. Aujourd'hui, ils sont 1000. Ils sont partout en Europe. Enfin, ils commencent à aller partout en Europe. Heu, il y a cette notion de besoin de s'ancrer dans les territoires qui est hyper forte. Mmh. Intéressant. Et donc, ils voient leur entreprise comme un vecteur de l'intérêt général et ils sont super, ancrés et ils demandent à leurs collaborateurs même d'augmenter leur taux d'engagement, de prendre ces journées-là et même
de faire pas que des jours pour aller distribuer des repas, mais de dire vraiment: «Vous avez des compétences, vous êtes au cœur des villes, allez aider, je sais pas, des jeunes à retrouver du travail, des associations à se former» et cetera. Utiliser vos compétences, pas juste, distribuer des trucs, quoi. Des Exactement, repas. Ouais, c'est super intéressant. OK. exactement. Donc il y en a, c'est vraiment ancré et d'autres, peuvent nous dire: «C'est pas tant notre problème». Donc j'aimerais que ce soit ancré chez tout le monde, mais encore une fois, je pense que ça va aussi venir du terrain. Quand ils vont voir que nous, on a quand même des entreprises qui ont mis Day One en place parce qu'ils n'arrivaient plus à recruter des jeunes. Mmh. Donc Tu as l'impression qu'il y a un changement générationnel par rapport à ça? Que les jeunes générations ont plus tendance à s'engager? en tout cas, elles C'est sont bien. plus exigeantes envers leur employeur par rapport à leur Mmh. engagement. Est-ce qu'elles s'engagent plus? La réalité dans nos stats, non. Elles s'engagent plus, mais sur du plus court. Elles aiment bien aller voir plein OK. d'assauts et après elles vont avoir un coup de cœur, elles peuvent s'engager sur le long Et terme, donc mais la somme, fois le nombre, la somme de nombre d'engagements fois la durée moyenne, c'est la même, quoi? c'est la même OK. et puis en réalité, ça a peut-être un peu moins d'impact pour le monde associatif parce que c'est de l'engagement très ponctuel, là où, des personnes, plus âgées, on le voit, vont s'engager plus longtemps, vont faire des missions bénévoles plus longues et cetera. Donc mais en tout cas, ils ont envie d'y aller, plus vite. Mmh. Ils ont moins peur, moins de barrières et surtout, ils sont très exigeants au point de vue de leur employeur, à ce niveau-là. OK, super intéressant. On va passer à la 4e partie qui est sur la question de la transfo réelle et du cosmétique. Comment est-ce que toi tu fais pour faire la différence entre, une démarche assez et un simple habillage? Est-ce que aujourd'hui tu as développé des, capacités de détection, qui te fait te dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais dans quelle catégorie c'est? Est-ce que ça évolue? Tu t'en rends compte au fur et à mesure? Comment ça marche? Alors on a plusieurs moyens de détection et après il y a nous-mêmes, on a grandi par rapport à ce sujet-là. Au début, pour moi, c'était une évidence que quand les gens le mettaient en place, c'est qu'ils y croyaient dur comme fer. Je me suis rendu compte que, bah, malheureusement pas En fait, non. forcément et je me rappelle d'une entreprise, que je ne citerai pas le nom, mais on a une super, on les appelle nos champions en interne. C'est ceux qui ont vraiment envie de voilà, de sont sponsors, qui ont envie de déployer la solution, qui est une responsable RH et qui me dit: «Élise». Donc nous, on a 2 offres. On a une offre qu'on appelle Easy One, qui est une offre, où ils prennent juste la technologie, mais on les accompagne pas, on fait pas des animations et cetera, donc c'est moins cher. Donc la techno, c'est de la mise en relation? C'est une plateforme? Ils ont accès à la plateforme et puis ils peuvent le gérer eux-mêmes et après on a une autre offre où là, c'est plutôt du ce que nous on appelle la Boost RSE, où on les accompagne et on crée surtout des relations un peu privilégiées avec certaines associations. On va créer des temps forts pour s'assurer Mmh. que ça prenne dans Que la greffe prenne bien, l'entreprise, quoi. OK. qu'on va bien communiquer et cetera. Donc souvent, ceux qui prennent la 1re, c'est ceux qui sont déjà très matures et qui vont pas avoir besoin de nous pour faire un plan d'animation ou ceux qui n'ont pas envie que ça marche vraiment et donc ou De alors manière plus ou moins consciente? il y en a oui, il y en a non. Après, il y en a qui ont juste pas beaucoup de budget, donc qui ont envie de s'y mettre Mmh. tout seuls, puis après qui peuvent aller sur le boost. Mais une fois, oui, j'ai du coup une championne en interne qui me dit: «Écoute, j'ai hyper envie de prendre le boost RSE». Je suis allée voir mon patron, je lui ai dit: «Si on prend pas ça, si on prend que l'Easy One, ça va pas fonctionner parce que c'est pas la culture de notre entreprise. Il faut qu'on se fasse accompagner». Il l'a regardé, il a dit: «Mais c'est ça qu'on veut, donner 2 jours et qu'ils l'utilisent pas». Et ouais, et elle me dit ça Vous aviez dépitée. pas compris madame, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Mais c'est Félicitations. très bien ça. On va te donner 2 jours, tout le monde sera extrêmement content, mais personne va l'utiliser et Comme ça, je coche ma case. comme ça, il coche sa case, il est content parce qu'il dit qu'il l'a fait, mais il en a pas vraiment donné les moyens. Donc on en a. Elle a réagi comment? Elle a dit que c'était déjà un bon début de mettre un 1er pied dedans et finalement Politique. ouais, finalement, c'est quelqu'un d'assez chouette et donc on a décidé de l'accompagner par ailleurs pour quand même que ça prenne Mmh, très bien. dans l'entreprise. Mais elle était un peu dégoûtée. Elle était un peu dégoûtée. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que, on demande certains viviers de communication pour être sûr que ça prend et on demande ça, dès la signature du contrat pour, s'assurer qu'ils sont prêts à communiquer Par exemple? et c'est pas juste cosmétique. Bah, on va faire un grand lancement avec, l'ensemble des collaborateurs. C'est au moins un webinaire par an avec des retours d'expérience. C'est, 3 newsletters dans l'année à minima pour Mmh. parler des associations. Enfin, pour s'assurer que c'est pas juste on l'a mis de côté pour cocher une case. Mmh, OK. Et après, ben, c'est un peu comme ce que je te disais pendant la crise, on a quand même vu ceux qui ont arrêté et ceux qui ont renforcé, leurs actions
Et là, on voit ceux qui se restructurent et qui reviennent et ceux qui se disent, «Super ouf, on en est sortis» et surtout on ne dépense plus sur, il faut quand même savoir qu'avec la crise qui a commencé, je dirais à peu près en 2024, on a eu 30 de nos interlocuteurs qui étaient des RH à casquette RSE ou des responsables RSE qui se sont fait licencier ou qui sont partis. Ah oui, eux-mêmes, quoi. 30 C'est énorme. de nos interlocuteurs qui sont Et partis. qui n'ont pas été remplacés. La plupart n'ont pas été remplacés. Bon. Je continue sur cette question de distinguer la transfo et comment est-ce qu'on fait pour distinguer aussi à quel point est-ce que c'est utile pour une asso et Ouais, pas juste, chouette, valorisant pour la boîte? bah, on lui demande. OK. Alors, 2 choses. Nous, on a beaucoup travaillé sur, l'impact final aux bénéficiaires. Donc on a mis en place des rapports d'équivalence avec les associations parce qu'elles aussi, parfois, elles te disent: «C'est super utile», Mais elles savent pas mesurer. mais elles savent pas le Mmh. mesurer. Et les entreprises, nous disaient: «Mais, OK, mais on n'a qu'un rapport final en nombre de jours ou nombre de collaborateurs, engagés. Mais c'est quoi notre impact?» Et notamment les comex et les dirigeants les plus engagés, ils ont besoin de ce retour de: «Ça a été quoi mon impact sur la société?» Mmh. Et donc on a mis en place tout un rapport d'équivalence où, avec le budget de l'association annuel, ils nous prennent un indicateur. Alors bien sûr, il est imparfait, ça reste de l'équivalence, mais ils vont nous dire, bah, par exemple, nous, on est une entreprise pour l'environnement. Ce qu'on suit, c'est les tonnes de CO2 économisées par an. Imaginons, on en économise 1000 par an. Si là, on a un développeur qui nous a aidé à refaire notre site internet, on pourrait dire, il n'a pas aidé directement, l'association. Il n'a pas lui-même économisé Mmh des mh. crédits Mmh. carbone, mais en réalité si. Il a peut-être aidé. Faciliter le fait que d'autres s'engagent. Voilà, Ouais. exactement. Et donc en fait, on fait une équivalence sur le budget, que ça représente dans le budget global et du coup, sur Vous on faire est un prorata en disant exactement. OK. Et donc on est capable de dire aujourd'hui si, votre collaborateur qui a aidé à refaire le site internet, il a économisé peut-être 4 tonnes de CO2. Mmh. La personne qui a refait votre présentation PowerPoint, elle a aidé, 2 familles, à se réinsérer dans le monde professionnel. Enfin voilà, et qui donne, de l'impact, concret. Et ça, les associations ont été hyper contentes qu'on mette ça en place parce qu'elles nous ont dit: «Ça nous simplifie la vie» et on ne sait jamais quoi répondre aux associations aux entreprises, et certaines l'utilisent même dans leur reporting auprès d'autres donateurs. Mmh. Très bien. Oui, l'équivalent quoi, Ouais, au final. exactement. Mmh. Notre méthode de calcul, elle est Mmh. répliquée, du coup, en interne, chez elles, pour leurs autres donateurs. Et après, on leur demande à quel point, la mission a répondu à leurs attentes. Et ça, souvent, ils sont, super contents. Bien sûr, c'est une nouvelle forme de mécénat parce qu'on a des associations qui parfois nous disent, «Bah, nous, on aimerait quelqu'un à temps plein», et on va plutôt leur apporter, 12 personnes sur l'année qui vont faire 1 mois. Ben, il faut les accompagner, il faut les aider à se structurer, il faut s'assurer qu'il y ait bien des comptes rendus pour pouvoir faire des bonnes passations et cetera. Mais finalement, au lieu d'attendre pendant 3 ans une personne qui vient là en full time et qui sera jamais là, aujourd'hui, elles acceptent d'avoir 12 personnes qui se succèdent et finalement ça se passe très bien. Chacun apporte sa plume et ses nouvelles idées. OK, super intéressant. Et c'est quoi ce qui vous paraît le plus difficile à mesurer? Ah, c'est une excellente question. Merci pour les autres, hein. Elles sont toutes excellentes, mais ce qui est très dur à mesurer pour moi, c'est le ROI hors finance pour l'entreprise. Ce retour sur Climat investissement. social, Cette fameuse, charbon. notion de nouvelle performance, ils la touchent du doigt. Nous, on la voit de façon flagrante, mais on a du mal à la remonter parce que Mmh. c'est une performance qui va se jouer sur le moyen long terme. Et du coup, on a du mal à dire: «Mais regardez, ça fait, 3 ans que vous faites ça, vous avez engagé 250 collaborateurs, vous avez aidé 85 associations, ça représente ça». Mais en fait, il y a un impact, une performance sous-jacente que vous n'avez pas vue, Mmh. qui est ça. Et ça, c'est super dur à mesurer. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas réussi à craquer. OK. Donc sur l'impact sur les collaborateurs, vous y arrivez, plus ou moins. Ouais, L'impact sur les assos aussi, mais c'est l'impact sur la boîte de manière plus globale, quoi. exactement. Le climat, le changement culturel, C'est ça. Le fait qu'à la cafétéria, ils super sont pas en train de intéressant. ils sont pas en train de se plaindre, mais plutôt de raconter, leur mission solidaire qu'ils ont faite la veille, c'est Mmh. Voire même si je tire le fil, un côté plus sociétal au niveau du territoire, par exemple, ouais, d'une culture, de l'engagement, exactement. mmh. Et que parfois même, ils vont nous dire, «Ah, bah, j'ai vu qu'il y avait une clean walk, donc une marche propre, Mmh. bah, en fait, j'y suis allée avec toute ma famille».
Et C'est donc, de la folie, ouais. de un collaborateur, en fait, ils étaient 5 avec le mari, les 3 enfants et ils sont tous ensemble et donc ils ont aussi sensibilisé leur famille, c'est Dans 15 ans, elles exactement, s'engageront aussi. exactement et demandera à leur employeur de mettre en place des One. Et c'est comme ça que je vous démontre que j'ai touché les 66 millions de Français. Bah, notre objectif, c'était d'en toucher, 1 000 000. On est encore loin, mais on est à plusieurs milliers aujourd'hui. C'est quoi la durée moyenne d'engagement? Heu, Par collaborateur, quoi, le tu dis que vous avez 30 000 collaborateurs qui s'engagent. ouais, C'est annuellement? oui, OK. c'est Et c'est annuellement. quoi la récurrence, quoi? Alors, en général, un collaborateur fait 1,6 actions. OK. Donc, il y en a qui reviennent, il y en a qui reviennent pas et Mais après plutôt 2 que 1 du coup. plutôt 2 qu'1 et après on a des missions qui sont très hétérogènes. Sur les missions de mécénat compétences, donc qui sont pas de la mission ponctuelle, de quelques heures, en moyenne, on est à 12 jours OK. d'engagement ouvré, donc c'est quand même 2 Oui, semaines mais il et y avait demie. des gens, j'imagine, qui font 1 an, 2 ans en pré-retraite, par exemple? Oui, 1 an ou 18 mois, c'est plutôt ça la moyenne. Après la pré-retraite aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau, notamment avec les nouvelles, réglementations autour de la retraite progressive. On a de plus en plus de demandes Mmh. d'entreprises qui viennent, nous voir pour combler la progressivité avec du mécénat à compétences. Mais sinon, c'est beaucoup de creux d'activité, que ce soit dans tout, dans l'industrie, dans le conseil et cetera et ça, c'est 12 jours en moyenne et sinon sur le reste des actions courtes, c'est 1 journée. OK, très bien. Tu as pas mal parlé de crise. Ouais. J'ai appris récemment que le mot crise en chinois, c'était 2 idéogrammes, danger plus opportunité. Ouais. Est-ce que tu vois dans cette crise une opportunité pour les entreprises ou pour la société de manière plus générale, de réussir à plus développer justement cette culture, si ce n'est du sens, en tout cas de l'engagement? Hem, alors là, on était plutôt dans la phase danger. Non, je vais le Il y est dire toujours un peu. non, je vais le dire autrement. Oui, on a été beaucoup dans la phase danger, mais ce qui a beaucoup pris sur, l'engagement des creux d'activité, ça a été aussi cette crise. Parce qu'en fait, historiquement, on était vraiment plus sur ce modèle de on donne quelques jours par an et d'un coup, en 2024, début 2025, fin 2023, j'ai commencé à avoir des entreprises de conseil qui engageaient leurs collaborateurs, 15 jours, Mmh. 20 jours et j'étais là: «Mais attendez, on avait mis un compteur de temps maximum à 2 jours, ils nous ont complètement explosé nos compteurs de temps» et en fait, elles ont commencé à me dire: «Mais, on a des collaborateurs Mmh. disponibles, il y a des missions qui matchent, on voit pas pourquoi on ferait pas» et l Mmh. c'est Pour de ne pas dire on n'a plus de taf. Ouais et puis, OK. et sauf que du coup, je calcule quand même le ROI Ouais. financier, donc combien ils gagnent, en avantage fiscal vs combien nous on facture et on a une entreprise, elle avait un ROI financier de 82. Ça veut dire? Ça veut dire qu'elle avait gagné 82 fois ce qu'elle nous avait payé. OK. Donc là, je me suis dit que c'était quand même un peu exagéré et qu'effectivement, plus ça allait, plus ils nous demandaient de trouver une mission sur mesure en fonction des compétences du collaborateur, en nous disant: «Mais si, mais c'est un DevOps, il peut faire Mmh. ça, de l'architecture, est-ce que vous auriez une mission là-dedans?» et c'est là qu'on a développé notre offre, de mécénat à compétences plutôt, personnalisée, sur mesure, au forfait jour, donc qui Mmh. est, Pour éviter le ratio 82. voilà, pour Mmh. éviter le ratio 82 et donc ça a été une énorme opportunité parce que, à la fois pour les associations, parce qu'une association préfère avoir quelqu'un qui va venir plusieurs semaines ou jours Mmh. d'affilée que du ponctuel, one shot. Elle peut déployer des missions beaucoup plus de compétences et nous aujourd'hui, c'est 60 de notre chiffre d'affaires qui est fait sur ce mécénat compétentiel. Est-ce qu'il est proportionnel au temps? Bah, Est-ce que c'est aussi 60 du temps, qui est donné? c'est 95 Ah du ouais, temps OK. qui est donné. Ouais, 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 c'est que des missions très longues et à haute valeur ajoutée, là, pour donner un exemple, on a Orange avec qui on travaille et qui est Orange Business Service, qui refait avec une de ses sections, toute l'IA de détection de cancer de l'Institut Curie. Ah ouais, c'est de la folie, OK. Donc Mmh. on est vraiment sur des compétences, et des projets qui auraient nécessité plusieurs, dizaines de milliers d'euros, Et voire l'Institut centaines. Curie, c'est une asso? Oui. OK. Et vous bossez avec, le secteur public un peu? On commence de plus en plus, OK. d'un côté comme de l'autre, que ce soit, on travaille avec, du parapublic aussi comme l'URSSAF, qui eux engagent leurs Mmh. collaborateurs et on a des départements qui sont des associations qui peuvent aussi porter des projets d'insertion de jeunes, de pupilles de Mmh. l'État et cetera et qui du coup portent le statut d'intérêt général pour Trop ces bien. projets-là. Et des municipalités? On peut aussi, là, avec, le flou
politique. Alors On qu'en ce moment, il n'y a a pas beaucoup de décisions qui sont prises. Ouais, exactement. Heureusement, ils vont pas prendre des décisions Ah alors que ouais. potentiellement ils sont pas élus la semaine prochaine, mais ouais. Mais donc ça a été un peu gelé, mais on avait initié pas mal de choses avec, des municipalités, des départements, des régions, à la fois pour le mettre en place, pour, leurs fonctionnaires et leurs agents et à la fois aussi pour porter des Bonne projets action. et on a un petit peu gelé les projets. Ils nous ont dit: «On se reparle en 2020». OK. Trop bien et si je tire le fil du coup, est-ce que tu as l'impression que l'entreprise pourrait devenir un véritable acteur civique, voire à terme entrer en «compétition» entre guillemets ou en coopétition, avec l'État, les assos? Je sais pas si c'est de la c'est plus de la Coopétition, coopétition que ouais, de la voilà, plus, ouais. compétition. Heu, je pense que justement, cette crise est une opportunité de revoir son business et son business model. Le nombre de personnes que je rencontre qui me disent: «Je veux travailler pour avoir de l'impact», c'est 98 des gens que je rencontre aujourd'hui. Donc forcément, une entreprise, qui faisait, des tapis avec des polluants et qui n'a aucun intérêt général, est amenée à disparaître demain. Enfin, pour moi, l'entreprise, on on en a, on en avait déjà un petit peu abordé, mais elle sera contributive ou ne sera pas. Enfin, après, combien de temps ça va prendre? Sachant qu'on a quand même des grosses entreprises qui n'ont pas un intérêt général, mais en fait qui l'ont parce qu'elles embauchent quand même des dizaines de milliers de personnes et que mine Mmh. de rien, leur intérêt général se trouve là. Voilà, c'est où est-ce qu'on met le curseur de l'intérêt général? Mais la demande et le besoin est de plus en plus fort et donc là, ça les oblige aussi à se réinventer. Moi, j'ai des entreprises où, bah, là, notamment dans le conseil, les services numériques, ça bouge beaucoup avec l'IA. Donc il y en a beaucoup qui changent leur fusil d'épaule en matière de compétences, de façon de gérer. Du coup, ils intègrent beaucoup plus les enjeux RSE parce qu'ils redémarrent des activités. Donc c'est beaucoup plus simple presque aujourd'hui de redémarrer avec tous aussi les moyens qu'on a développés pour intégrer ces enjeux-là, que de transformer une vieille activité. Mmh, OK, super intéressant. Une autre personne qu'on a interviewée, c'est Jérémy Lamry Ouais. qui croit beaucoup et pousse beaucoup l'idée de l'émergence d'un secteur quaternaire, donc après le primaire, l'agriculture, le secondaire, l'entreprise, le tertiaire, les services quaternaires, ça serait justement, tout ce qui est non rémunéré aujourd'hui, donc tout ce qui est bénévolat Mmh. et notamment en prenant le fait que, avec l'émergence de l'IA, on va avoir de plus en plus de temps libre et qu'on Mmh. pourrait donc potentiellement qu'on pourrait avoir, la mise en place d'un revenu universel et donc il faut bien trouver un moyen de répartir, ce revenu-là et donc de proposer ça. Tu crois à un truc comme ça? C'est marrant, cet hiver, j'ai lu, l'essai d'Olivier Hamon sur la robustesse Mmh. et il parle de ça justement à la fin et j'ai tellement aimé ce petit livre sur la robustesse que je vous conseille de 80 pages qui est très rapide, que j'en ai acheté, 20 exemplaires et je les ai distribués à toute mon équipe. En leur disant: «Lisez ça, c'est un peu ce qui va inspirer, Day One sur la vision à 3 ans» et je Je viens de lire ce truc, sachez que ça va beaucoup nous inspirer donc Élise la semaine d'après. Je viens de lire ce truc, un autre. Donc lisez-le et sachez que sur les 3 prochaines années, c'est ce qui va nous non, non, mais il parle de la notion de robustesse et aussi de la notion de gérer son énergie, enfin de pas être à 100 tout le temps parce que sinon quand il y a une crise ou un besoin, on est à 120, on fait un burn-out, enfin c'est et donc moi j'ai demandé à mes équipes d'être sur un 80 choisi. En leur disant: «Je veux pas que vous soyez à 100 d'où aussi la nouvelle vision de la performance. On ne va pas viser la performance, on va viser la robustesse et donc soyez à 80. Par contre, on aura des moments où on aura besoin de vous à 100 et du coup, ils seront beaucoup plus à même d'être efficaces dans ces moments à 100 que de s'épuiser à l'être en permanence et de plus être capable de donner quand on en a besoin. Et donc sur le revenu universel, et sur, cette ère quaternaire, est-ce que j'y crois? Je pense qu'il y a je suis issue du système capitaliste, hein, il faut pas faut pas Financière qui oublier, plus est. financière. Donc je vois quand même les jalons économiques que ça représenterait, qui sont pas simples à mettre en place, mais ça va complètement dans notre vision, en tout cas et souvent moi j'ai des entreprises qui me disent: «Mais vous vous rendez compte Élise, on est 1000, si on donne 2 jours, ça fait 2000 jours. C'est 2000 jours de perte d'efficacité». Et moi, souvent, je leur dis: «Écoutez, on se reparle dans 2 ans et vous me dites si vous l'avez Mmh. senti ou pas cette perte d'efficacité» et en général, ils me disent: «Ah non, mais Élise, on est à 500 jours, ça va pas, on veut monter au moins à 1000». Donc
Mais il y a toujours cette peur de perte d'efficacité. En plus, en France, on est très présentéisme, il faut bosser de telle heure à telle heure, et cetera. Là où en fait, c'est quelqu'un qui a pris l'air, qui est allé, s'oxygéner, dans d'autres contextes, auprès d'autres personnes, il revient, il est plus performant, il a plus d'imagination, il est prêt à innover, il est prêt à en découdre, enfin et inversement, j'avais une collaboratrice qui voulait absolument partir travailler dans le monde associatif et qui a De Day One non, ou une collaboratrice que tu accompagnais? une collaboratrice qu'on accompagnait d'une petite entreprise et le dirigeant me dit: «Je ne peux pas me permettre de la perdre». Et je lui ai dit: «Fais-moi confiance, propose-lui 2 jours par mois dans une asso». Donc elle faisait tous ses vendredis après-midi dans une association pendant 1 an et elle a refait tout le site internet et cetera. Elle a adoré. Mais en fin d'année, elle a dit au dirigeant: «Franchement, merci de m'avoir permis cette, expérience. Je sais que je ne peux pas travailler dans le monde associatif, c'est un peu trop le bazar pour moi». Et donc finalement, il l'a fidélisée, elle s'est sentie super utile, ça lui a permis de voir ailleurs, et aujourd'hui, elle continue de le faire un peu de façon annexe et elle est restée dans son entreprise. Donc les dirigeants aussi ont très peur de ce qu'ils peuvent trouver, mais je pense que c'est 2 mondes qui ont à apprendre. Il y en a qui sont faits pour faire du bénévolat, pour travailler dans les assos et d'autres qui sont faits pour des rythmes un peu plus soutenus dans les entreprises. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi. Oui. D'après toi, si tu avais une baguette magique là, qu'est-ce que tu changerais dans l'entreprise pour qu'elle, devienne ou redevienne une force qui est très utile, pour la société? Hem, je dédierais un pourcentage du budget à déployer des projets d'intérêt généraux, votés par les collaborateurs. Bien sûr, le budget, l'entreprise, on fait tant de chiffre d'affaires, OK. et c'est un peu comme le 1 force de planète, quoi. Mais au lieu de le donner à l'externe et de leur, je dirais: «Bah non, on a tous les ans, 10 du budget qu'on va, dédier à, soit améliorer notre performance écologique ou notre impact, soit à vraiment, financer des projets d'intérêt généraux qui nous touchent et Donc soit du temps humain, soit du temps financier quoi, pour ouais, pouvoir le saluer. Trop bien. exactement. Est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous écoutent? Osez, allez-y, lancez-vous, heu, faites votre day one ou votre journée à vous, mais heu, ne il y a rien de pire que l'inaction. Avoir envie, mais de se sentir, figé et la rencontre crée la rencontre, crée l'opportunité, crée le besoin, crée et donc lancez-vous et vous allez voir, c'est incroyable et le monde associatif a beaucoup à offrir. Et en fait, j'ai une dernière question qui me revient. Est-ce que tu es encore en contact avec l'asso népalaise? Oui, je suis encore en contact avec l'asso népalaise et j'aimerais retourner les voir prochainement. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Écoute, j'espère que tu as autant apprécié cette discussion que moi, que tu ressors inspiré et plein d'énergie grâce à cet invité. Si c'est le cas, fonce le partager à tes amis, à ta famille ou à qui tu veux. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper. À la semaine prochaine.